Bonsoir et bienvenue sur QI Basket pour ce premier QI Talk de la saison. On est ravis de vous recevoir chez nous, pas du tout, on n'habite pas dans une maison tous ensemble. On est ravis de vous revoir sur la chaîne, donc pour le moment il y a pas mal de petites choses qui sortent. Alors le QI Talk c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, donc il y a les éditions spéciales où on fait les drafts, etc. Avec la super draft de Cam, on le rappelle pour ceux qui l'ont pas vu. On va y revenir, je sais pas pourquoi je sens qu'on va y revenir aujourd'hui. Il tourne à 20 passes et il fait 60 points tous les soirs. Donc bon. Non, tu vas pouvoir prendre ta revanche et faire taire tes détracteurs qui étaient bien moqueurs le soir de la draft. On a aussi les copains qui de temps en temps font un petit live sur un sujet en particulier. Il y a le dernier en date, je pense que c'était Jérém qui a parlé des Lakers, qui a été assez visionnaire parce qu'il a traité le sujet quand ils étaient en 0-5. On est quelques jours plus tard, ils sont en 2-5 et ça va un petit peu mieux avec quelques ajustements. C'est pas encore, on n'est pas encore sorti complètement du sable du côté de Los Angeles, mais c'est quand même nettement plus encourageant qu'il y a quelques jours. Et le QI Talk, on balaye un petit peu tout ce qui passe au niveau de l'actualité ou des tendances, en tout cas de la saison NBA. Et là, c'est le premier, donc on a choisi trois histoires très différentes. On a une histoire où on a une belle success story, un beau carton. Ce sera du côté d'OKC avec Shai Gilgeous-Alexander. Après, on va partir complètement dans les limbes de l'enfer avec les Brooklyn Nets. Et puis on sera entre deux. On sera entre deux avec les Minnesota Timberwolves qui peinent un petit peu à trouver la bonne carburation en ce début de saison. On aura l'occasion d'en parler plus longuement avec Julien qui suit les Minnesota Timberwolves avec passion et dévotion. Je pense que c'est les bons mots. Cam qui est un fan des Grizzlies, on le rappelle, et moi-même qui suis les Cavs tous les soirs. Donc pour l'instant, on a des débuts de saison. Ça va plutôt, On va pas se plaindre non plus, on va pas gueuler, on pourrait être largement pire. On est dans une bonne ambiance, c'est vrai. Bon, chez Gilgeous-Alexander, c'est quoi? C'est le... De quoi? J'ouvre le bal. Ouais. C'est le plus beau carton de début de saison, à votre avis? Ouais, je pense. Enfin, niveau statistique, oui. Je parle écart entre ce qu'on attendait d'un joueur et ce qu'il produit actuellement. Est-ce que c'est celui qui vous surprend le plus sur l'ensemble de la ligue? Moi, personnellement, moi non. Mais bon, quand j'ai dit ça, je me suis fait conspuer en live par une bande d'ahuris et du Luberleux. Mais non, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une grosse saison. Il y avait tous les indicateurs pour. Donc, est-ce qu'ils mettent 30 points chaque soir? Peut-être pas. Mais Quand même. Mais c'est aussi propre. Ouais, mais après, il l'était déjà l'année dernière. Tu vois, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il est mieux entouré cette année. Ouais, ok, je suis d'accord. Mais je vais garder ça de côté. Je vous laisse donner vos avis. Je vous fais juste une petite lecture de la ligne de stats et puis on entendra Julien à ce sujet. Donc on est sur un 31.5 de moyenne, 51,8 au tir, 31,8 à 3 points, 4,8 rebonds, 6,8 passes, 2,5 interceptions et 1,3 blocs. Donc il est absolument fou. Des cartons contre les Mavs avec 38 points, Clippers 33, Timberwolves le premier match c'était 32, il les a épargnés au match le 24, le match retour, il n'était pas là. Toi qui l'as vu jouer contre les Wolves à au moins une reprise, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé chez SGA cette année, Julien? Comme tu disais, il est partout et puis offensivement, il est assez inarrêtable. Je regardais tout à l'heure, du coup, on préparait un petit peu le live, ça confirmait aussi l'impression visuelle qu'on peut avoir. C'est qu'il est hyper agressif offensivement, il va au cercle en permanence. Cette année, c'est pour l'instant de loin le joueur qui va le plus au cercle, qui va le plus en drive sur la NBA devant Doncic. Et puis ça le rend hyper efficace parce que le 5 autour de lui est plutôt bien construit. Il est assez varié en l'occurrence, donc tu as des menaces qui sont au moins correctes un petit peu partout. Ce qui lui permet d'attaquer le cercle et qu'autour ça puisse répondre si jamais il doit ressortir la balle. Donc ce qui améliore son efficacité, celle de son coéquipier qui est un petit peu meilleure cette saison aussi pour le moment. Donc il est absolument partout et offensivement pour l'instant il est inarrêtable. Il a été joueur de la semaine avec KD si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est forcément des très très bons débuts pour Shai.
pas particulièrement surpris, même si Cam veut nous faire croire qu'on l'a explosé pour avoir pris Shai. C'était surtout le round où tu l'as pris, mon cher Cam, qui était peut-être un petit peu exagéré, mais l'arrière, en tout cas, il est en train de nous faire mentir en ce début de saison. S'il continue sur ce rythme-là, c'était sur des stades de calibre MVP. Alors bon, ça ne peut pas non plus rester à ce niveau-là toute la saison. Mais on sait qu'il est plus que sérieux. On sait que c'est une arme offensive très très complète. J'avoue, j'ai pas regardé ses stats, ses pourcentages extérieurs cette saison. À 3 points s'il est un petit peu plus, ouais, s'il est un petit peu 31,8. plus fiable. Ah, il est en dessous de sa moyenne en carrière. Donc, Il était à 37% avant le dernier match. Donc, bon, après, c'est le problème des débuts de saison, c'est que ça va arriver vite, mais ça va devient très fiable. vite. Ouais, parce qu'il est quand même à presque 4 tentatives par match, là je vois. Donc bon, ça n'a jamais été un shooter de référence. Et ça reste une arme dont il a besoin pour être une menace vraiment complète offensivement. S'il retrouve un peu de régularité et qu'il réatteint, on va dire, les 35%, ce qui est pas élite du tout, mais ce qui est quand même très correct et tu peux pas le laisser ouvert, ça voudra dire quand même que pour le défendre, ça va être plus que compliqué. Donc non, clairement, c'est la belle histoire du début de saison individuellement. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait citer, mais il fait un très très gros début. Et puis, il est dans une équipe qui joue bien ensemble, qui vaut mieux éviter de prendre en début de saison. In fine, côté Wolves, il y avait pas mal de gens qui disaient que le calendrier était favorable en début de saison. On en reparlera tout à l'heure, mais on prend quand même beaucoup d'équipes qui sont supposées tanker plus tard dans la saison, mais qui, en tout cas, au démarrage, jouent avec leurs armes et jouent plutôt bien au basket en l'occurrence. Et le Thunder en fait clairement partie. Et Shai est évidemment tête d'affiche de ça, quoi. Alors, on sait bien que les défenses en début de saison ne sont pas encore très très bien rodées. Il n'a pas joué non plus les plus grosses défenses de la ligue, en tout cas celles qui sont le plus installées, parce que les Wolves ont de quoi faire une bonne défense, mais il y a quand même un ajout de Gobert qu'il faut construire. On en parlera un peu plus tard. Les Nuggets, c'était pas la folie non plus. Les Clippers, pour l'instant, ils sont un peu dans le dur, donc ils les ont joués 2 fois. Dallas, c'est pas dingue non plus en défense. Magic non plus. Est-ce que quand les défenses vont commencer à trouver le rythme, en général, vers compter 10-15 matchs dans la saison, on commence déjà à avoir quelque chose d'un petit peu plus peaufiné à ce niveau-là. Lui qui joue le maximum de ses points, justement à l'intérieur de l'arc à 3 points, est-ce que justement son niveau risque pas d'en pâtir, parce que à OKC, même s'il est mieux encadré, il n'est pas non plus avec un spacing qui est complètement incroyable autour de lui, enfin des gens qui sont capables d'étirer une défense. Après, on a oublié de dire qu'il a joué sans Josh Giddey là quasiment sur le début de saison. Ok. C'est quand même la seconde meilleure option actuellement vu que Chet est sur le carreau. Mais au-delà de ça, en fait, il frôle le 100% sur les lancers francs. Donc, comme Julien l'a dit, il attaque énormément la raquette, mais surtout il provoque beaucoup de fautes. Donc, même si la défense se prépare, etc., ça reste un joueur qui est trop rapide et trop grand pour 80% des joueurs de cette ligue, quoi. Donc, comment dire, les années d'avant, il était défendu à 2 parce que c'était la seule menace sur OKC. Là, globalement, comme Julien l'a dit, il est mieux entouré. Et puis même si la balle circule mieux, il y a... Bon, attention, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a volonté de gagner, mais il y a au moins volonté de jouer. Et concrètement, il y a combien d'équipes là qui peuvent vraiment le freiner en dessous des 20 points? J'en vois pas beaucoup, tu vois. Parce que les meilleurs défenseurs se pètent les dents dessus, parce que le profil pour arrêter ces mecs-là, c'est une défense collective. Une défense collective, ouais, c'est ça. Sauf qu'à côté de ça, est-ce que tu vas faire tout ton plan de jeu et laisser Josh Giddey circuler un peu librement, etc. Après, je pense que c'est un peu la base du projet d'OKC, mais est-ce qu'il restera à 30 pas toute l'année? Je pense pas, mais 27-28, moi je trouve ça pas déconnant. Ok, Julien, pour toi, est-ce qu'il y a un risque justement qu'il y ait une chute au niveau du rendement des points? Et si oui, à peu près je sais pas, de combien est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est plutôt une petite baisse comme a l'air de le penser Cam, ou bien est-ce qu'on est sur quelque chose pour toi où tu te dis bon, c'est le début de saison, c'est un peu open bar un peu partout dans les défenses, dès que ça va commencer à jouer un peu plus, ça va forcément se calmer? Je pense que ça va se calmer mécaniquement, parce qu'il y a des équipes qui vont se mettre à jouer plus sérieux aussi, qui auront une saison avec de l'enjeu, qui auront des matchs à aller chercher de manière obligatoire, on va dire. Maintenant, en fait, ça va dépendre de ses progrès, parce que ça fait quand même quelques saisons maintenant, notamment les 2 dernières, où qu'il a vraiment la place et le temps de s'exprimer sur la longueur, parce qu'à chaque fois, c'est une équipe qui se met à tanker très rapidement. Ouais. On le met de côté, donc ce qui veut dire que
Non, franchement, je dis pas que j'en doute, hein, c'est une question que je me pose en termes de rythme. Que Shai, c'est quelqu'un qui a déjà eu vraiment plusieurs saisons avec 82 matchs à plus ou moins haute intensité. Parce que c'est aussi ça qui fait un patron et qui fait que le gars va gagner en régularité offensive notamment, c'est d'arriver à reproduire ça, mais sur toute une saison et pas seulement sur une demi-saison. Alors c'est loin de moi l'idée d'être dur avec lui, au contraire, je crois beaucoup en ce joueur. Je pense que le projet d'OKC se solidifie très clairement vraiment je regrette que Chet soit sur le carreau comme tu disais Cam parce que ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être vraiment intéressant de le voir dès l'année 1 de Chet et du coup tu fais encore potentiellement perdre une année à Shai, même si pour l'instant le Thunder ça tourne bien. Je pense quand même qu'on va rester raisonnable pour le moment et pas non plus les mettre dans le top 6 de la conférence Ouest dès maintenant, hein. On va éviter ces conclusions-là. Mais du coup voilà, c'est au-delà d'une baisse potentielle si les défenses se resserrent, qui là je pense va dépendre de ses potentiels progrès parce qu'on parle d'un joueur qui agresse énormément le cercle. Mais comme je disais, c'est pas un shooter de référence extérieur, donc c'est quand même une arme en moins offensive pour un joueur qui veut être une menace complète pour un adversaire. Et pour quelqu'un qui drive énormément, c'est pas le meilleur handle de la ligue Mhm. et c'est pas le meilleur finisseur au cercle en termes de toucher, je trouve. C'est-à-dire qu'il est très bon partout, mais j'ai pas l'impression qu'il soit élite dans ces domaines-là. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que j'ai l'impression que le scouting report et la façon dont il joue là pour l'instant, c'est la même qu'on voit depuis qu'il est en NBA. Évidemment, ça progresse un petit peu tous les ans, mais on est toujours d'accord qu'on est sur un rapport taille-explosivité qui est incroyable et qui fait que il peut transpercer quasiment toutes les défenses relativement rapidement ou du moins aller chercher lancer, mais que dès que ça va commencer à s'installer, c'est là que ça va coincer. Après, la mission de Kessie, elle n'est pas d'aller chercher les PO ici, c'est simplement je pense, de prester à un bon niveau, mais ça reste d'aller chercher quand même une place à la draft avantageuse. Bah, tu vois, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, j'ai les stats sous les yeux. On est sur sa 5e saison NBA, sur les 4 premières. Ouais. Il fait la première à 82 matchs. Ouais. D'accord. Bon, il est à 11 points, il est chez les Clippers, il a un rôle secondaire, c'est sa première saison. Mhm. Ok. Deuxième saison, il joue 70 matchs, il est à 19 points. Donc Ouais. là, on est sur une saison qui peut être qualifiée de référence, entre guillemets. Et évidemment, comme tu le dis, il y a des progrès depuis. Sauf que sur les 2 dernières saisons, c'est 35 matchs en 2020-21 et c'est 56 matchs l'année dernière. Avec des stats qui sont autour des 20. Là, on est à 24 points, on va dire, sur les 2 saisons cumulées. 2020, Donc, attention que est-ce que c'est du Covid. Hein. Ouais, clairement, Ok, il y a l'année Covid, mais du coup, qu'on se trompe pas quoi. t'as quand même une saison. Au final, ce que je veux dire, c'est que qu'il soit capable de le faire, en fait, on n'en sait rien dans la mesure où il a jamais pu le faire. C'est ça. Il n'a jamais pu montrer une saison de 70-75 matchs à 25 points, déjà. C'est ça. Et il s'en est approché avec ses 56 matchs l'année dernière. Mais si tu veux un vrai patron cette année, et encore une fois, comme tu dis, est-ce que c'est ce que veut le Thunder finalement? Ils ont montré qu'on en doutait les dernières saisons. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un qui sur 82 matchs peut être à 26-27 points? Je pense qu'en effet, il faudra les progrès dont on vient de parler là, qui feront de lui un joueur élite dans au moins 1-2 domaines, que ce soit sur le handle, que ce soit sur la finition au cercle, ou que ce soit un peu une vraie progression au tir extérieur. Pour moi, ça passera par un de ces aspects-là, pour mettre un peu plus de variété. Et du coup, quand il va se casser les dents, potentiellement, ça arrivera sur des défenses collectives, justement, qui sont très fortes. Et il y en a quand même en NBA, et il y en aura de plus en plus au fil de la saison. Il faut mettre un peu de variété, quoi. Ouais, comme j'allais dire, donc on a SGA, on a Guidé, on a Dort, Holmgren qui sera là l'année prochaine. Du coup, on est sur une saison où tu vas chercher en gros ton dernier renfort à la draft avant de dire ok, on sort un peu de cette phase de rebuild où on est juste en train de paumer parce que il faut qu'on accumule des jeunes talents. Du coup, il est quand même temps pour lui de montrer quelque chose. Qu'est-ce que toi t'attends de la saison de SGA? Moi, j'attends une saison de candidat MIP, je pense. Comme Jordan l'a dit, pardon, excusez-moi. Oula. Ouh. Ah, excusez-moi, pardon pour l'insulte. Aïe aïe aïe. Ça va Aïe, partir en ça dérape. space. Aïe 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 aïe. C'est ça, le space de la honte. Comme Julien l'a dit, s'il reste à 30 points, 5 rebonds, 2 contre les interceptions, ce sera MVP, mais on en est loin. Par contre, à l'instant T, je pense qu'en candidat MIP, ça se tire entre lui et Desmond Bane. Mais pour moi, Shai est devant parce que c'est de l'hyper polyvalence, comme Julien l'a dit. Moi, je pense qu'en plus de ça, surtout s'il arrive à avoir un mid-range fiable, je pense que c'est vraiment la clé parce que
Le shooter élite à 3 points, j'ai du mal pour l'instant à le voir, ou du moins faudra un gros volume. Ouais. Mais je pense qu'une option, un midrange fiable, tu sais, contre des défenses en drop ou qui lui laisse un peu de place, ça peut être Mhm. une bonne option. Mais ouais, pour moi, le bon scénario pour OKC, c'est un Shai qui est top 2, top 3 MIP, voire top 1, simplement. Tu fais, comme ils savent faire l'année dernière, tu fais une saison où globalement, tu arrives au mars-avril, tu commences un peu à t'inventer des blessures. Mhm. C'est la dernière année où tu peux choper un jeune sympa dans une draft qui va être très chargée en talent. Mhm. Mais pour lui, il faut qu'il aille chercher une distinction individuelle parce que, comme vous l'avez dit juste avant, en fait, Shai, pour l'instant, c'est un mec dont on a du mal à jauger le talent C'est ça. parce qu'il a jamais eu d'opportunité de prouver et de montrer tout ce qu'il a. Je pense que c'est une saison un peu révélation. Il est en train de remonter que le leader, c'est lui et pas Guidi, là où on avait quand même quelques doutes il y a quelques mois. Pour moi, ouais, je le redis une dernière fois, candidat MIP pour un OKC qui postule en 9ème, 10ème place, mais qui se laissera glisser à la draft. Je vais faire le parallèle avec Darius Garland et les Cavs aussi, parce qu'il y a eu une espèce de reconstruction un peu aussi qui est passé par des pics de draft forcément. Et donc la saison dernière, évidemment, Darius Garland est grand patron de l'attaque des Cavs et grand patron de l'équipe. Et la saison juste avant, il fait un premier début de saison qui est un peu moyen, et puis il termine très fort sur sa deuxième moitié. Et à ce moment-là, on a compris que Darius Garland était capable, tu vois, de dire ok, on a bâti la franchise autour de lui, et c'est le bon choix, tu vois. C'est pas un mec qui est capable d'empiler 20-25 points, mais ça s'arrête un petit peu là. C'est vers lui qu'on peut se tourner en tant que coéquipier, en tant que franchise, pour dire c'est l'image de notre franchise et de capitaliser là-dessus. Et effectivement, je pense que un trophée individuel pour cimenter un peu le tout, ce serait vraiment pas mal, de fait. Bon plan. Ok. Ouais, Bon, on était tout en haut de l'échelle NBA, on va descendre tout en bas avec Brooklyn. Alors, on va pas faire. Bulle, en fait, on avait prévu le sujet avant tout le bordel récent. Oui. Donc, je tiens à préciser qu'on ne sort pas sur le buzz, etc. Ouais. On sort juste sur la compétence de l'équipe. C'est ça, donc je pense on a même fixé le sujet avant que Nash se fasse dégager, donc c'est pour vous dire à quel point on a fixé ça il y a quand même un petit temps maintenant. Donc on va pas revenir sur tout ce qui est polémique Kyrie Irving, on sait bien qu'il est plus qu'ultra perché depuis des années, depuis qu'il est parti de Cleveland, en gros, il a quand même pas fait grand chose de bien, hein. Alors c'est pas toujours dans les déclarations, c'est pas toujours dans les publications qu'il a, mais globalement sur un terrain de basket, il y a quelques highlights, mais il y a pas de titre ou il y a pas de fait d'armes marquant, on va dire. On avait une équipe qui était composée, donc il y a pas si longtemps que ça, hein, de Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden qui était parti pour rouler sur la conférence Est, puis James Harden a voulu se barrer, on a fait venir Ben Simmons qui a pu reprendre les matchs cette année après une blessure, on ne sait pas trop exactement de quelle était la gravité de la blessure et à quel point ça l'a dérangé. On voit que là pour le moment, offensivement en tout cas, il y arrive pas, c'est pas du tout le même Ben Simmons qu'on a connu clairement. Alors c'est vrai que mentalement il a pris tarif. On va pas se mentir, donc on sait que pour revenir d'une blessure, on avait vu Paul George à l'époque quand il s'était fait sa grosse fracture, il a fallu quasiment 2 ans avant de commencer à revoir des petits moments de Paul George époque Indiana. Donc il y a de ça, il y a mentalement aussi, il faut reprendre une confiance dans un groupe qui est bordélique à souhait, avec un entraîneur qui avait pas l'air de savoir plus que ça ce qu'il fallait faire dans la gestion du groupe ou bien pour faire avancer cette équipe correctement sur un parquet de NBA. Aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est, telle qu'on la connaît tous. On va faire les Sean Marks chacun notre tour. Julien, qu'est-ce que tu fais? Oh, quelle question. Je change de nom, je déménage au Costa Rica, voilà, c'est réglé. Ouais, c'est très compliqué, et vraiment en essayant de mettre l'extra sportif de côté, même si ça, tu peux pas le mettre complètement de côté parce que ça fait partie. Oui, ça fait partie du truc. C'est juste qu'on n'est pas là pour commenter ça. On est là pour se dire, ok, t'es GM, qu'est-ce que tu fais avec ce groupe? Est-ce que tu laisses ça? Est-ce que tu essayes de te dire, allez, avec un nouvel entraîneur, hein, même si on sait de qui il est probablement question et qui met Udoka, et encore une fois l'extra sportif qui est racolé à ça. Est-ce que tu te dis, je laisse le gars arriver? Est-ce que déjà tu fais ce choix-là, d'Ime Udoka? Après, est-ce que tu te dis, je laisse le gars arriver, je vois comment ça se passe, et après je prends une décision? Ou est-ce que tu te dis, je prends pas Ime Udoka parce que sinon on est déjà en plein shitstorm, je laisse le noyau tel qu'il est, je prends un autre coach? Ou bien est-ce qu'au contraire, tu prends pas Ime Udoka et tu décides de faire
table rase de tout, t'essaies de tout trader, de récupérer un max de piques et tu pars en rebuild. En fait, le côté. Alors, sur Ime Udoka, on n'a pas les mains, on n'a pas le dossier en main, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ça me paraît très délicat. Notamment quand quand tu vois que la NBA a un peu Kyrie là dans le viseur, c'est con, mais t'envoies pas un bon message à la ligue pour essayer de te faire un petit peu discret. Donc, je trouve ça assez fou. Mais bon. Encore une fois, c'est pas vraiment le côté du DOS que je vais maîtriser le plus, très, très clairement. Donc ça me paraît être un choix un petit peu bizarre. Mais moi, par contre, sur le principe, ça me fait chier de rebuild d'une équipe dans laquelle il y a Kevin Durant qui est sous contrat. Ok. Et même Kyrie Irving dans une moindre mesure par rapport à l'extra sportif qui peut venir embêter un vestiaire, qui peut venir faire des vagues. Mais une équipe où tu as Kevin Durant qui est sous contrat et qui en plus cette saison bien, il est en forme, touche du bois, il n'est pas blessé. C'est quand même, ça me paraît quand même délicat. Alors le matos autour, il est ce qu'il est. Ta raquette, elle est inexistante. Tu te fais éclater au rebond, très clairement. Je regardais encore tout à l'heure pour confirmer ce que tu vois pendant les matchs. C'est la dernière équipe dans quasiment tous les registres au rebond. Hein. Pourcentage de rebond, nombre de rebonds, volume, pourcentage, la totale. Donc déjà, ça veut dire que tu as quand même des carences qui sont claires et nettes. Donc est-ce que tu continues avec ce groupe ? Pour moi, tu ne l'éclates pas tout de suite parce que tu ne sais pas du tout ce qui peut en ressortir. On est qu'en tout début de saison, c'est un petit peu tôt. Tu vas changer de coach. Donc garde ce groupe, change de coach, vois ce qui se passe. Tu as Kevin Durant, mise sur Kevin Durant. Maintenant, est-ce que tu ne bouges pas pendant la saison par contre ? Mais avec quels assets ? Qui tu vas chercher ? Disons que j'y crois pas et en même temps je me vois pas, je ne verrai pas le groupe exploser parce que pourquoi faire ? Et surtout, encore une fois, tu as Kevin Durant quoi. Ça arrive pas tous les 3 ans d'avoir ce gars-là, d'avoir une opportunité d'avoir ce gars-là dans ton effectif, en forme pour le moment encore une fois. Ça me paraît compliqué de lancer un rebuild, surtout que tu ne l'as pas fait il y a 1 mois et demi, 2 mois, je n'ai même plus le temps en tête, ça passe trop Ça, vite. tu peux avoir de l'espoir en te disant, il y a 1 mois et demi, je peux entendre que le mec me dise, bah écoute, on va voir, on va laisser le basket reprendre ses droits, et puis on va voir comment ça se passe. Là maintenant, le truc c'est que t'es pris un peu dans un espèce de vortex, et la NBA empire la situation en ne prenant pas position sur les dossiers extra sportifs non plus. Donc ça aide pas quoi. Ça aide pas et comme je te dis, je vois vraiment pas de meilleure solution en fait pour les Nets aujourd'hui et c'est peut-être ça le plus triste finalement. Encore une fois, on a joué 6-7 matchs quoi. Il va falloir un peu de temps pour valider certaines hypothèses ou certaines pistes. Aujourd'hui, je vois pas de meilleure option. Je vois que des options mitigées, voire que des mauvaises options quoi. Ok. Cam, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends Udoka, tu prends quelqu'un d'autre ? Non, moi clairement, je prends pas un coach qui a une enquête sur le dos. Parce qu'en fait, il y a deux scénarios. Udoka est innocenté, mais les doutes vont quand même planer. Et tu restes la franchise qui, dans tous les cas, aura tenté un pari énormément risqué. Et de l'autre côté, bah, s'il est coupable, tu mets un clou de plus dans la tombe parce que la franchise fait pas beaucoup d'efforts depuis 1 an pour se faire apprécier, que ce soit par ses joueurs, etc. Et là, vraiment, c'est trop risqué. Attention, Udoka, c'est un super coach, il l'a prouvé, etc. Ouais. Mais quel envoie à tes joueurs, à tes fans, etc. Même si, ok, c'est du business et du basket, c'est chaud. Pour moi, Justement, si c'est du business, ton image elle est importante. Ah oui, complètement, moi je suis d'accord. Surtout qu'au préambule de ça, les Nets, c'est une franchise qui a du mal à remplir ses salles. Ils ont beau avoir une communauté active sur Twitter, ce que tu veux, etc. Les faits sont là. C'est une des franchises qui remplit le moins sa salle, qui galère à la remplir. Cette année, c'est la franchise qui la remplit le moins, si je dis pas de bêtises aussi, en tout cas sur les En abonnements. pourcentage ? Ah oui, les abonnements. Les abonnements. Ok. Et il faut savoir que c'est quand même une franchise qui a Kevin Durant et Kyrie. Normalement, t'as pas à te poser de questions de est-ce que je remplis le stade ou est-ce que je baisse les prix du hot dog, tu vois. Non mais ce duo-là, il l'avait déjà l'année passée et ça a rien donné. Ils ont pris 4-0 à Boston et puis c'est terminé quoi. Et après, surtout pour moi, le souci, comme l'a dit Julien, c'est que là, je suis devant la depth chart du coup de l'effectif. Honnêtement, en joueur intéressant, t'as Patty Mills, Seth Curry, Joe Harris. Claxton, moi j'aime bien, mais c'est encore un peu limité, je pense. Mais en dehors de ça, je suis désolé, c'est du fond de banc. C'est des mecs que tu peux pas aligner dans un 5 majeur. C'est le problème quand t'as des grosses masses salariales qui est concentrée sur 2-3 joueurs.
Ça, Ouais, les Lakers peuvent en parler, hein, je pense que... Ah non, totalement. Mais je veux dire qu'au-delà de ça, même, tu prends, enfin, les derniers gros contenders qui avaient ça, qui avaient 3-4 gros contrats max et qui après avaient des vétérans, t'avais quand même des vétérans qui étaient intéressants. Ok, Là, t'as des mecs qui sont négatifs sur le terrain. ok, ouais. Bon, du coup, Et attends, tu prends pas Ime Udoka. Vers qui tu te diriges plutôt pour coacher ça? En admettant que tu gardes le même groupe. moi, le problème, c'est qu'avec cette équipe-là, on en revient au préambule de plusieurs années. T'avais un super coach qui avait une bonne dynamique, et qui s'entendait bien avec ses stars, etc. Tu l'as viré du jour au lendemain pour prendre un coach qui faisait plaisir à tes stars. Et je vois pas de candidat parfait là, sur ce qui est disponible là maintenant. C'est Je vois compliqué, pas. hein. C'est compliqué, c'est vrai. Puis Le qui simple veut y aller, hein. côté de toute façon, Jack Vaughn, il est habitué à faire l'intérim. Enfin, encore une fois, là, la saison, elle est foutue. Ton groupe, il est en train d'exploser. Tes stars, elles peuvent plus se blairer. T'en as un qui est parti pour être potentiellement suspendu. Je vois pas la solution. Je pense qu'encore une fois, ça va être la 3e année que ce projet-là va exploser. Ouais, c'est vrai que c'est bien parti Alors, pour. Et donc du coup, bah, encore une fois, on joue les Sean Marks, donc toi, ton but, c'est quand même de sauver la saison de ta franchise ou d'en faire quelque chose. Peu importe ce que c'est, hein. Mais Ouais. il y en a pas un de vous deux qui m'évoque la possibilité d'essayer de voir avec Kyrie, qu'est-ce qu'on fait, par exemple. Est-ce qu'on essaie de le bouger de franchise? Moi, le souci qu'il y a, c'est que là, globalement, bon, qui dit, tu le gardes, hein, bien sûr, c'est ta star et c'est le début et la fin du projet. Ok. Mais autour de ça, Ben Simmons, il est blessé, il a du mal à revenir, il n'y a pas un match. Enfin, en ce moment, il enchaîne les matchs où il est fouled out et où il. Défensivement, c'est bien, mais au-delà de ça, en attaque, c'est toujours frustrant. Mhm. Ben, Kyrie, trouve-moi une équipe là qui va prendre le risque de se dire on va trader pour. Ah, je sais Ah. parfaitement qui peut le faire. Enfin, je pense savoir qui pourrait le faire. Il y a que un mec dans l'NBA qui peut accepter ça, c'est LeBron. Ouais, mais je pense que là même, enfin. C'est le seul type, c'est le seul type qui peut te remettre l'image de Kyrie à peu près d'équerre, et surtout c'est le seul mec qui a eu un certain contrôle à un moment donné. Alors bien sûr Kyrie a pris de la confiance par la suite, mais c'est le seul mec qui a été mis, on va dire, dans un espèce de cadre par un de ses coéquipiers. Mais Ouais, sauf mais- qu'après, le risque, pour une fois, il est démentiel. Parce que t'as des risques que ça explose. Et le problème, c'est que Kyrie, il a vrillé depuis, comme tu l'as dit, depuis 2 ans, quoi. Mhm. Et ça va crescendo et c'est. Mais justement, Il est justement. c'est vraiment ça. Mais du coup, les Ouais, gars, juste, ouais. Ouais. parce que par exemple, une franchise aujourd'hui qui justement voudrait de Kyrie Irving. Bonsoir dans les gens dans le contexte chat. actuel, Désolé, je dis juste j'en bonsoir vois comme ça. pas- j'en vois pas 50. Et là, tu mentionnes les Lakers. Ouais. Et sauf que si t'es les Nets, ça veut dire que soit tu rebuild un minimum autour de Kevin Durant. Enfin, en gros, pour rebuild un minimum autour de Kevin Durant, ça veut dire que tu veux du matos pour aller gagner. Bah, t'avais un. Ça veut Il y dire a que les eu. joueurs, Il y a les eu. joueurs corrects, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils envoient les Lakers? Il y a Qu'est-ce eu- qu'ils envoient les Lakers? Ah non, tu le fais pas en direct. Hein. C'est d'office, tu passes par, à mon avis, 3 équipes. Ce qui a le plus parlé par rapport à Westbrook, par exemple, qui pourrait servir de match de salaire, hein, c'est au niveau des Pacers. Donc on avait le duo Bill-Turner. Hilt-Turner, pardon, pas Bill. Je pense que t'en envoies un des deux. Je pense que tu envoies Turner aux Nets et tu envoies de l'autre côté Hild côté Lakers. Encore une fois, j'ai pas les salaires en tête, hein, donc je vous dis ça comme ça, mais c'est simplement pour avoir des compensations un peu sportives qui se valent. Je suis pas sûr que ce soit non pour tout le monde, quoi. En tout cas, moi, je suis Sean Marks. Je rappelle Pelinka tout de suite. Ah oui, non, mais après, si t'es ce marque, tu cherches une solution parce que là. Il faut le sortir. Kyrie Irving, tu dois le sortir de ta team. C'est pas possible. Parce que aller chez Durant et lui dire, écoute, je sais que c'est la merde, etc. Je suis au courant. Ta valeur marchande, elle est trop chère. Fais-moi une liste de 10 joueurs qui t'intéressent. Voilà, je commence par ça. Je vais peut-être pas pouvoir choper 1 ou 2 joueurs de la liste des 10, mais je vais commencer par ça pour lui dire, ok, on travaille à 2, on essaie de monter quelque chose qui fonctionne. Et après, ouais, je fais en sorte de bouger Kyrie. Et je crois que la seule porte de sortie que tu pourrais avoir, parce que LeBron pourrait te dire dans ce cas-là, ok Pelinka, tu vas me le chercher, c'est bon, moi je sais comment on fait avec lui, y a pas de souci. Je vois pas qui d'autre. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je suis l'un des 28 autres GM de la ligue, c'est non, je décroche même pas mon téléphone. Mais je pense que de ce côté-là, c'est faisable, ouais. Après, on parle là de Sean Marks. Peut-être une connerie, et puis je connais pas bien ce proprio-là. Mais les Nets, c'était le proprio des Nets aujourd'hui. La franchise est dans une sauce monumentale et tu payes presque 200 millions entre le salaire et la luxury tax.
pour une équipe qui non seulement n'a pas de résultats Mhm. attendus depuis 2 ans, Mhm. depuis que tu as lancé ce projet-là, qui là patauge déjà beaucoup en début de saison, Mhm. et avec des fans qui viennent pas. Mais est-ce que tu as l'impression que ça c'est un problème pour le proprio? Parce que t'as fait venir Alors, c'est un Harden, business. t'as fait venir Harden, Kyrie et Durant. C'est que tu sais que tu vas être dans la luxury tax, c'est pas qu'un peu. Donc t'as prévu, normalement, ça, c'est des discussions que tu dois avoir, t'as prévu. Je vois que Darius Garland dans le chat, pas le vrai, hein, un autre, nous dit qu'on on a parlé cette semaine d'un trade avec Ben Simmons. Je suis d'accord aussi, hein, c'est un bon moyen de dégraisser. Ça aussi, hein, tu peux construire un début de deal avec ça et faire un giga gros move où t'envoies Simmons à gauche et t'envoies Kyrie à droite et puis tu récupères ce que tu peux récupérer. Notamment quelqu'un pour prendre des rebonds, par exemple. Ah, Ouais, mais pourquoi pas. c'est pour ça que je parle du proprio qui pourrait mettre un petit coup de pression aussi, en disant voilà, moi je paye une blinde absolue. Au départ, le deal c'était ça, on a fait venir Harden, on a fait machin, ça a venu à rien. Est-ce que je vais pas faire une troisième année où j'envoie du pognon et je récupère que dalle? Parce que Mhm. c'est un peu ce qui est en train de se passer. Si la salle reste vide et si t'as pas de résultat derrière, tu vends beaucoup moins de maillots, on sait comment ça se passe. Et c'est ce qu'on disait en début de rubrique sur les Nets, c'est que c'est un business. Ouais. C'est un business. Donc il y a le côté sportif, mais qui est très lié à la partie business. Et non seulement en termes d'image, comme on le disait tout à l'heure, mais également maintenant en termes de revenus financiers qui sont forcément liés et au sportif et à l'image. On va avoir le proprio qui dit, bon maintenant, en effet, qui pousse dans le sens d'un move. Il Mhm. faut trouver le move, mais qui pousse dans ce sens-là en disant, cette équipe-là, elle va nulle part, donc il faut bouger. C'est ça. Ça, c'est une possibilité. Pour moi, ça reste une possibilité. Pour moi, tu peux pas rester avec ça en place. Tu peux pas rester avec ça en place. Ou bien Adam Silver va se pointer en disant voilà, 5, 10 matchs, j'en sais rien de suspension pour Kyrie. Et du coup, on fera un truc à la con, style bah voilà, il purge sa peine ou je sais pas quoi. Alors que bon, on est d'accord que c'est légèrement, trop légèrement payé pour ce qu'il y a eu en extra sportif. Mais, enfin, je veux dire, le Kyrie, ça va repartir dans 3 mois, il te sort autre chose, tu vois. Il fera cramer des fougères au coin du terrain. On sait pas ce qui va se passer. Donc, je pense que si t'as l'occasion de peut-être de le brader même, mais de retrouver une certaine forme de sérénité dans l'ensemble de l'équipe, moi, je fais tout pour le sortir. Hein. Tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. En tout cas, l'immobilisme me paraît être la moins bonne solution. Enfin, disons plutôt la plus mauvaise d'ailleurs, Ouais, dans clairement. ce sens. On se met d'accord sur le fait Clairement. que on tente de tout pour le tout pour trader Kyrie, déjà, de base. Oui. Enfin, même, je pense qu'à Plutôt, ce niveau-là, il faut qu'ils se donnent le niveau légal, tu vois, pour voir si tu peux pas le cutter sous une exception. Enfin, Ah, je serais ouais. pas surpris vraiment que la franchise se penche sur le fait du à quel prix on peut le dégager sans impacter notre saison, tu vois. Mais là, clairement, ça pue, quoi. Mhm. Ça pue. En termes de profil de coach, on va vers quoi? Vers un gestionnaire de vestiaire, vers un tacticien, vers vers quoi on se dirige? Ouais, mais Durant fait Darius Garland qui nous dit que Durant va encore faire la gueule. Durant il fait tout le temps la gueule. Donc au bout Ah, d'un moment, moi, je pars du principe que, en fait, il te faut pas tellement un profil de coach particulier, il te faut surtout un effectif cohérent. Parce que là, la réalité, c'est que tu peux mettre Popovic au Nets. Si autour de KD, il n'y a pas des joueurs qui sont intéressants, ton effectif, elle avancera pas. non mais ça on est d'accord, mais Et là, ça on a dit, on essaie d'arranger ça via le trade de Kyrie. ouais, On moi, essaie d'équilibrer ah, un peu le bazar. Donc moi, voilà. je te dirais de base, ouais, tu prends un coach un peu vétéran, un peu leader de vestiaire, au hasard, hein, Kenny Atkinson, par exemple, tu vois. Bah ouais. Hein. Mais, Bah ouais. mais en fait, il te faut ces profils-là de coach, parce que la réalité du terrain aussi, c'est que KD, il est très bon, mais KD, physiquement, ça régresse. Il n'a jamais été autant contré sur cette saison, sur ce début de saison, parce qu'en fait, physiquement, il y a moins d'appui, il y a moins de vitesse, et t'as plus le temps, en fait. Et moi, je vois vraiment le scénario où c'est la dernière année où c'est fini, quoi. Donc, Après, prends un coach d'expérience. il a peut-être il a peut-être la flemme aussi parce que la situation est à chier, tu vois. Ouais, complètement. Il a pas l'air d'avoir la motivation de ouf. Rappelez-vous, l'année passée, il est déter sur pas mal de matchs, et comme ici, le body language, il est dégueulasse, quoi. Et ça, c'est pas une question de fatigue physique, même s'il faut du temps pour que les joueurs rentrent dans la saison, je dis pas, hein. Mais là, tu sens bien que c'est juste qu'il en a plein le cul, le type. Et on peut comprendre, hein, en vrai. Et malgré ça, il défend assez bien. Enfin, c'est quand même.
C'est fou, quoi. Hmm. Tu irais pas le proposer aux Warriors pour récupérer Non, je rigole. Les champs, Draymond Green, Klay Ouais, Thompson, c'est ça, mais Klay ouais, Klay Thompson et 2-3 gars, et puis en avant Guingamp, tu vois. Non, mais oui, situation très compliquée à Brooklyn. Moi, je sais pas ce que les fans. J'ai pas été sondé trop sur internet ce qui se disait par rapport à Brooklyn de côté de la fan. J'ai vu le Daily Nets ou un truc du genre, là, je sais plus, le gros compte qui était visiblement pas satisfait du tout, évidemment, des propos de Kyrie Irving et de la gestion, surtout. Parce que là, on s'est rappelé, et plusieurs personnes l'ont partagé sur les réseaux, y compris moi, le Meyers Leonard, qui avait eu un excès de colère pendant un live ou je sais plus quoi, qui avait aussi balancé un truc pas possible et qui s'était fait jeter Ouais. comme une merde. Hein. Askelad de 9-4, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Et qui s'était fait jeter comme une merde, qui lui pour le coup avait fait des vraies démarches derrière pour montrer patte blanche et pour faire en sorte de dire ok, j'ai vraiment merdé, je vais vraiment faire amende honorable. Il continue encore maintenant et le mec, on veut plus entendre parler de lui en NBA, quoi. Alors que pour les coups, c'est un grand qui peut récupérer des rebonds, on pourrait le prendre à Brooklyn. Mais bon, là, tu fais exploser la planète. Là, tu fais exploser le truc, quoi. Ime Udoka, Meyers Leonard. Ah ouais, c'est ça. Mais en vrai, j'ai encore vu cette semaine, il montrait le gars qui était dans la communauté incriminée, la communauté juive, en train d'apprendre et de s'instruire par rapport à tout ça. Et donc du coup, là où Kyrie a encore dit tantôt des trucs de fou, quoi. En gros, c'est pas moi qui ai produit le documentaire, donc c'est bon, j'ai le droit de le poster, quoi. Enfin, bref. On est là pour parler basket, ça s'appelle QI Basket, on va pas aller plus loin que ça, mais situation compliquée pour les Nets. Je sais pas si vous êtes Sean Marks. Dites-nous ce que c'est quoi les trois moves par rapport au coach, par rapport à Kyrie et par rapport à l'effectif complet. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous tentez? Partagez-nous ça en commentaire. On transmettra aux intéressés. Bon, on va attaquer la section Julien du live. Donc les Minnesota Timberwolves qui cet été ont frappé très fort. On va pas se mentir. Quand l'annonce du trade de Gobert a été faite, il y a quand même peu de gens qui ont gueulé. Et apparemment, il y a juste Charles Barkley qui avait dit tout de suite c'est de la merde. Pour changer. Il a redit cette semaine d'ailleurs qu'il trouvait que c'était complètement idiot d'avoir fait venir Rudy Gobert. Donc il y a évidemment une adaptation qui doit se faire parce que quand vous faites venir un élément, on va dire, intégrer un ailier, il est en abord du cercle de l'arc à 3 points. C'est plus facile qu'un mec qui est devant le panneau. Voilà, qui est devant l'anneau. C'est plus difficile, ça, il faut bien s'en rendre compte. Intégrer un pivot, c'est quand même relativement plus compliqué. Surtout qu'il a des spécifiques, c'est quand même assez vénère. Il y avait le fait que D'Angelo Russell devait aussi être performant pour que ça fonctionne bien, pour justement multiplier les menaces, etc. On devait trouver un système en attaque où les deux pivots entre 4 qui est clairement, il l'a dit lui-même, il a pas forcément tort, le meilleur big man shooter à distance, et avoir un Rudy Gobert qui est en dessous de l'anneau pour pouvoir terminer, justement prendre le rebond, terminer ou bien se faire servir au poste bas. Normalement sur papier, tout devait fonctionner. On devait avoir Edwards aussi qui devait aller claquer ses meilleurs dunks. Il est à 0 dunk depuis le début de la saison. Pour l'instant, il dit qu'il voit pas de ligne claire pour aller à l'anneau, donc voilà. Tout devait bien fonctionner. Maintenant, ça fonctionne pas si bien que ça. Julien, qu'est-ce qui se passe à Minnesota? Alors, je me permets de nuancer quand même. Oh oui, nuance tout ce que tu veux. Moi, je ramène tout ce que j'ai pris dans ma besace. J'étale sur la table et puis on fait tri, on bouffe. Hein. Y a pas de souci. Non, mais voilà, sur le papier, tout peut fonctionner, tout pouvait fonctionner, mais il y avait quand même des doutes en termes de fit des deux côtés du terrain. On les avait mentionnés. C'est Jérém notamment qui avait fait un article sur le côté vraiment tactique. Et ces doutes-là, ils sont confirmés en début de saison, mais ça ne reste que le début de saison. Voilà, Ça, c'est vrai. Si je dois fournir une position un peu globale que je peux avoir sur le début de saison, je suis forcément déçu. Les matchs sont pas cool, très clairement. Les matchs sont pas cool à regarder. Ils sont ni victorieux plus que ça, ni agréables à regarder en termes de spectacle, en termes de proposition de jeu, très clairement. Okay. Pour X raisons. Donc c'est à Chris Finch de trouver les solutions. Déjà, commençons par Chris Finch. Moi, j'ai confiance en Chris Finch pour trouver des solutions. Il l'a montré l'année passée, il l'a montré déjà depuis qu'il est arrivé. C'est a priori un très bon coach qui trouve des très bonnes formules. Il avait su faire de notre défense, assez rapidement d'ailleurs l'année dernière, une très bonne défense alors qu'elle était attendue
dans les bas-fonds de la ligue, très clairement. Donc on avait un peu de matos, mais il avait changé, il avait apporté le edge à Minnesota, donc le fait de défendre très haut sur le porteur de balle en faisant monter, sortir le pivot très loin de la raquette pour être très agressif sur le porteur de ballon, schématiquement. Et Towns, par exemple, était devenu correct en défense. Mhm. On ne parlera pas d'un bon défenseur ni d'un défenseur élite, évidemment, mais il était devenu plus que correct parce que ce système-là, il avait réussi à l'intégrer et qu'il s'y est habitué. C'est pas un joueur qui a un QI défensif très élevé, on le sait, qui n'a pas une capacité de placement très élevée et qui n'est pas le plus rapide sur Terre. Aujourd'hui, donc tu parlais d'intégrer un grand devant l'arceau. Le fait est que, tu comparais aussi avec l'intégrer un ailier, le fait est qu'on intègre aujourd'hui un ailier. En plus de ça, puisque en faisant passer 4 sur le poste 4, finalement, tu intègres un pivot avec Rudy, mais tu intègres 4 sur un nouveau poste qui découvre clairement, parce que même si beaucoup s'accordaient à dire qu'il jouait parfois comme un poste 4 parce qu'il est très fuyant, parce qu'il s'écarte du cercle, le fait est que c'était un 5 et qu'il a toujours joué au poste 5. Donc là, maintenant, il joue officiellement poste 4 avec un pur poste 5 et que ce soit en défense ou en attaque avec Rudy Gobert. Donc, pour lui, ça change complètement la donne. En défense, notamment, c'est un trou d'air. On retrouve un 4 qui est un trou d'air parce que, ça, je l'avais dit avant la saison, 4 au poste 4, il va falloir qu'il soit plus rapide, il va falloir qu'il soit plus mobile, c'est pas ses qualités premières. Encore une fois, l'adaptation, c'est pas son fort en défense, vu son QI défensif. Et là, vu que Chris Finch est un peu réobligé de remettre du drop coverage, donc d'avoir le pivot qui reste ancré dans la raquette et qui attend que l'extérieur arrive pour protéger l'arceau, du coup, on a un 4 qui sort du schéma qu'il avait adopté l'année dernière avec le edge, et il en faut pas plus pour être complètement perdu. Donc ça, déjà, c'est un vrai problème en défense. À cela, on en rajoute que D'Angelo Russell, qui avait pareil, pris ses marques sur le edge l'année dernière, qui était agressif, qui était toujours pas un défenseur élite, toujours pas un très bon défenseur, mais qui au moins mettait vraiment de l'agressivité, coupait les lignes de passe, donc avait mis pas mal d'intelligence dans son jeu. Cette année, c'est redevenu le trou d'air qu'on connaissait auparavant. Donc déjà, tu as deux joueurs qui sont vraiment négatifs en défense, donc ça c'est un vrai problème. Edwards, c'est un sort sur 2-3 quand il a envie. Quand il a envie, attention, tu passes plus. Il s'est mis en mission là sur Booker, sur les séquences défensives, c'était très propre. Donc il est largement capable de faire des grosses performances défensives, mais c'est un peu quand il veut. Et surtout, on constate quand même que quand il le fait, ça impacte son jeu d'attaque. Forcément. Ça aussi, c'est un problème. McDaniels, du coup, reste donc le défenseur élite extérieur. Il va faire la paire avec Rudy Gobert à l'intérieur. C'est pas suffisant. Donc déjà, Chris Finch va devoir trouver des combinaisons défensives sur ce 5 majeur-là qui marchent un petit peu mieux. Offensivement, c'est normal que ça patine aussi. On intègre Rudy Gobert, c'est une présence très particulière pour plusieurs joueurs. Néanmoins, avec l'arrivée d'un pivot qui peut jouer exclusivement ou presque sur pick and roll. On va pas se mentir, on en parle assez souvent dans la conversation entre nous sur QI. On la voit en ce début de saison. Foutre la balle dans les mains de Gobert, non, c'est pas une bonne idée. Il a les mains, des fois il a les pains au sucre à la place des mains, c'est compliqué. Donc il faut du pick and roll. D'Angelo Russell semblait quand même plutôt accordé pour jouer de cette manière-là. Il n'empêche que pour l'instant, on est la 25e équipe au volume de pick and roll et en termes d'efficacité sur pick and roll. On faisait mieux l'année dernière au même stade de la saison. Donc c'est assez symptomatique du fait qu'il faut qu'on trouve nos marques aussi. Parce que D'Angelo Russell sait faire du pick and roll, Rudy Gobert sait faire du pick and roll. C'est aussi à Chris Finch, moi je pense sincèrement que la rotation doit s'articuler quand même autour de 2 duos distincts et qui ne sont pas forcément en même temps sur le terrain, qui vont être D'Angelo Russell et Rudy Gobert d'un côté, et qui vont être Anthony Edwards et Karl Anthony Towns de l'autre. Tout simplement pour des raisons évidentes, qui sont le pick and roll entre D'Lo et Gobert, qui peut faire beaucoup de choses, et c'est plusieurs options, parce que D'Lo est capable quand même de créer son shoot, de n'importe quelle distance, d'aller au cercle, même si ce n'est pas un finisseur élite. Il peut le faire sans souci, il a un flotteur très sympa. Et Gobert, qui est quand même un très bon finisseur une fois qu'il a le ballon sous le cercle et qu'il n'a plus qu'à dunker ou mettre un petit panier. Et la deuxième option qui va être plutôt Anthony Edwards et Karl Anthony Towns pour s'appuyer notamment sur ce que dit Anthony Edwards, et je le comprends, à lui de trouver des solutions, parce qu'il veut devenir une superstar, ça passera par une évolution, ça passera par de l'adaptation, mais il est vrai qu'avec la présence de Gobert, ça change énormément de la présence de 4 qui lui s'écartait beaucoup du cercle, Oui. et forcément les lignes de drive sont fermées, plus compliqué pour Anthony Edwards.
Bref, je suis assez long sur le sujet, mais j'essaye d'être le plus complet possible avant de vous laisser vous exprimer aussi. Mais il y a plein de chantiers qui sont pour la plupart normaux, qui Ouais. vont prendre pour la plupart un petit peu de temps. Néanmoins, les feats ne sont pas non plus parfaits et il va falloir vraiment des efforts, je pense, des uns et des autres pour s'adapter aussi. C'est pas que Chris Finch qui va faire de la magie avec des rotations, qui va mettre des systèmes en place. Il va falloir que les joueurs eux-mêmes s'adaptent aussi. Dilo, il est en année de contrat. Hein. Il va falloir un peu qu'il se remue. Anthony Edwards, si ça veut être un des visages de la ligue, il va falloir qu'il s'adapte et qu'il fasse pas du Donovan Mitchell, et qu'il soit capable de lâcher la gonfle à Gobert quand il va au cercle et que justement c'est un peu bouché et que l'autre en dessous, bah, il est un peu seul. Il va falloir un peu l'abreuver. Dernier point que je voudrais mettre en avant, avant de vous laisser parler, c'est que par contre Karl Anthony Towns, lui, va vraiment dans cette direction-là. Parce que s'il est perdu tactiquement, ce qui quand même semble assez normal vu le repositionnement, par contre, lui, il met vraiment les efforts tactiquement sur le parquet pour impliquer Rudy Gobert dans les systèmes. C'est le meilleur passeur de l'équipe vers Rudy Gobert. C'est le deuxième meilleur passeur de l'équipe et on est à même pas une passe d'écart avec D'Angelo Russell. Donc, Karl Anthony Towns cherche beaucoup Rudy Gobert comme ça serre sur lui à l'intérieur. Donc ça, je trouve que c'est un très bon point. Parce que ça peut être très compliqué à défendre si Towns a cette intelligence-là et cette vision des passes-là pour Gobert. Et ça peut être que bénéfique pour Gobert qui, lui, veut des ballons en attaque et veut être aussi partie prenante des systèmes offensifs. Bon, là, un petit peu, je sais que j'ai été long, mais c'est mon équipe de cœur. Merci votre honneur, pas de souci. Pour moi, c'est un peu bizarre ce que tu dis parce que le fait de faire de tout résumer à de tout résumer, non, mais de faire du 2-2 et de les faire fonctionner par paire, pour moi, c'est pas tellement efficace parce que si tu fais du D'Angelo Russell Gobert, pour moi, tu fais la même chose que Donovan Mitchell et Rudy Gobert à Utah. C'est-à-dire que D'Angelo Russell peut faire du drive, c'est pas sa spécialité. Il est meilleur shooter que Donovan Mitchell. Donovan Mitchell est un meilleur finisseur au cercle que D'Angelo Russell. Mais ta problématique ne change pas. C'est-à-dire que, ok, faire jouer Gobert en pick and roll, ça sous-entend quand même une vitesse de mouvement et on va dire quelque chose de bien huilé, de bien rodé et de bien basculer vers l'avant, d'être capable d'aller chercher aussi des alley-oops relativement haut parce qu'en pick and roll, le défenseur, il est tout à fait conscient que tu es là et donc il va faire son meilleur saut pour essayer. Donc ça c'est compliqué. De l'autre côté, tu veux faire jouer Towns et Edwards, j'imagine avec un pick and pop, mais du coup t'as toujours cette problématique de Gobert qui est là en plein milieu du truc et même s'il s'écarte, le défenseur va pas bouger. On sait bien que Gobert va pas tirer même pas à mi-distance. Par contre, je reviens sur mes Cavs. Tu me dis si ça te fait plaisir, si ça te plaît ou pas comme système. On va prendre Darius Garland, Kevin Love et on va prendre Jarrett Allen. D'accord? Comme ça, on a à peu près le même genre de gars, même si Allen est plus mobile, plus dynamique, tout ce que vous voulez. Il saute plus haut aussi certainement, mais on va prendre ça. Vous connaissez la position du short corner. Donc le short corner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de la baseline. C'est entre le corner à 3 points et l'anneau. D'accord, c'est de là que partent la majorité des backdoors, des backdoor cuts. Donc en gros, vous avez un pivot qui va aller se cacher dans le dos de son défenseur, pas très loin de l'anneau pour pouvoir intervenir rapidement et qui est pas non plus trop loin parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, il va rien foutre et qu'il va quand même pas tirer de là. Donc du coup, tu as ton pick and roll qui se fait entre Darius Garland et Kevin Love. On fait un pick and pop. On a Darius Garland qui est capable d'attaquer et de driver comme Edwards. On a Karl Anthony Towns qui peut faire le pick and pop ou qui peut même faire un roll s'il veut. Il n'y a pas de souci. Donc comme Kevin Love, donc elle a un grand intérieur, un poste 4 qui est pas très grand, qui est pas très mobile et qui est pas très rapide. On va dire ça comme ça. Et Edwards, si ça part en couille, son safety, sa solution de secours, c'est justement Gobert qui vient du short corner et qui arrive et qui là peut prendre un alley-oop qui est lancé beaucoup moins haut, puisque ce n'est pas normalement dans la trajectoire du défenseur. Et donc du coup, plutôt que de faire du 2-2 de chaque côté, qui pour moi, c'est simplement que tu vas avoir une défense qui va être très concentrée sur deux joueurs et on sait bien que ça va pas jouer autrement, à moins qu'il y ait un kick-out complètement de l'autre côté, mais globalement, c'est très facile à tenir. Les 2x2 sont très faciles à tenir. Par contre, si tu commences à faire du jeu à 3 avec Gobert qui, pour moi, encore une fois pour moi, en attaque, c'est le seul truc qu'il pourrait être capable de faire, on va dire de manière régulière à un haut pourcentage d'efficacité, c'est de venir du short corner et de ou bien alerter le pivot qui est dans le short corner et donc le pivot ne peut pas monter sur Edwards ou sur D'Angelo Russell, ou bien s'il monte sur un des deux, à ce moment-là, la petite passe et le petit alley-oop. L'année passée, les 15-20 premiers matchs des Cavs,
on met des ruines, et t'es bien passé pour le savoir parce qu'on a été vous mettre une tôle à Minnesota, ça n'est que ça. Ça n'est que ça, je vous promets, c'est du pick and roll en tête avec Mobley ou avec Love, ou bien avec Allen qui venait faire le pick en tête et Mobley qui restait dans le short corner, et c'était que du short corner, tout le temps. On a fait que ça. Non, mais Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle comme tactique? C'est déjà un peu plus, en sachant que à côté de ça, ben t'as toujours un ou deux shooters que tu vas les mettre dans un corner évidemment pour te donner une option supplémentaire et écarter un peu la défense. On est d'accord de ça. Hein. Non, mais clairement ça me parle, mais et forcément il y a un petit mais qui est pas si petit que ça finalement, c'est que ça demande une adaptation, notamment dans ce cas-là des extérieurs et notamment d'Anthony Edwards. On a revu dans son scouting d'envergure, c'est un des collègues de Twitter de la T-Wolves Nation qui le mentionnait, qu'Edwards comprend beaucoup de choses, comprend très vite, mais a parfois du mal à appliquer. Et finalement, Anthony Edwards, il est extrêmement fort. On doit progresser là où il est déjà fort. Par contre, je ne le vois pas vraiment développer de nouveaux aspects dans son jeu. Un peu défense, ok, on l'a dit, mais sur le playmaking et sur la prise de décision, à titre perso, je ne vois pas de grandes améliorations. Alors, il est encore très jeune, il est plus jeune que, je crois qu'il est même plus jeune que, oui, encore plus jeune que certains rookies de cette année. Il est rentré très tôt en NBA, il n'est pas encore à maturité. Néanmoins, clairement, si tu veux mettre ce genre de système en place, et notamment au niveau de nos deux extérieurs qui ont quand même des profils alors, très différents en termes d'impact, mais en termes de rythme et en termes de tactique, ça se ressemble. C'est quand même des joueurs qui jouent sur demi-terrain, assez arrêtés, balle en main, on prend un écran et on va au cercle, on crée son shoot, etc. Anthony Edwards qui va faire plus de l'ISO. Bref, c'est quand même deux joueurs, Russell et Edwards, qui sont des joueurs assez sur un tempo assez lent. Ce qui est peut-être dommage d'ailleurs pour Edwards et ce qui peut justement aussi améliorer, je pense, le côté offensif, c'est qu'on soit meilleur défensivement qu'on l'est aujourd'hui et que du coup on ait beaucoup plus de possibilités d'attaque en transition parce que Gobert n'est pas le dernier à partir en courant et Edwards c'est quand même un sacré athlète, donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire de ce côté-là. Donc l'amélioration offensive pour moi passera aussi par les améliorations défensives. Mais clairement, pourquoi je parle un peu de cette ambivalence là sur les deux duos, alors évidemment c'est que par séquence, hein, c'est pas la majorité du temps, c'est aussi parce que tu as quand même une profondeur de banc que je trouve vraiment, vraiment intéressante cette saison. Tu as quand même du Kyle Anderson, alors qu'on n'a pas encore trop vu parce qu'il est blessé au dos, mais que Cam connaît bien, et moi j'adore ce joueur, et je trouve que c'est vraiment un très très bon profil pour nous. Jordan McLaughlin qui a pour moi une vraie carte à jouer parce qu'il a un profil justement de meneur, plus gestionnaire, plus up-tempo, qui correspond à mon avis mieux dans certaines situations que Russell. Et tu as du Taurean Prince, faut que je le mentionne, puisque c'est cœur sur lui sur ce début de saison, qui est fabuleux dans le leadership, sur le côté défensif, il met ses shoots, il met du mouvement. Voilà, j'adore. Coup de cœur encore cette saison. Il était déjà vraiment bien la saison dernière, mais là en début de saison, il surnage, c'est magnifique. Donc il y a du matos pour en fait encadrer ces joueurs-là. Donc peut-être être un peu moins binaire aussi sur les rotations du côté de Chris Finch. On voit beaucoup les starters ensemble, qui d'ailleurs sur Phoenix sont un minus terrible, alors que le banc a un plus qui est nettement qui est assez impressionnant. Peut-être un peu moins de binarité aussi sur le 5 majeur et sur les rotations du coup. Ça pourrait quand même aider. Et encore une fois, il faut de l'adaptation de tout le monde. Mais moi, la question, elle est vraiment aujourd'hui plus sur mes deux extérieurs que sur la paire intérieure en elle-même. 4, c'est vraiment le côté défensif qui va demander du temps. J'espère qu'il sera capable de le faire, mais offensivement, il shoot à 34%, c'est pas dans ses habitudes. Donc il va trouver sa place en attaque, je me fais pas d'inquiétude, et il est déjà très volontaire, comme je disais, pour s'impliquer là-dedans, pour changer un petit peu son rôle et que Gobert se marche bien avec lui. Je suis pas inquiet sur la paire intérieure, par contre, beaucoup de choses viennent des deux extérieurs. Et ouais, ton idée, elle est bonne, mais il faudra de l'adaptation de ces deux joueurs-là, je pense. Il faudra des efforts de ces deux joueurs-là, et surtout d'Edwards. Ok, attendez, parce que j'ai ma plaquette de coach avec moi. Je voulais vous montrer un schéma qui peut être d'application pour Minnesota. Mais du coup, je crois que mes gosses sont venus me piquer mes marqueurs, mes feutres de coach. Donc allez-y, parlez entre vous, je vais les chercher. Cam, pour toi, donne-moi un petit peu des solutions là, pour Minnesota, là, pour Chris Finch. Alors en fait, du coup, j'ai regardé vite fait le résumé des matchs des Wolves, j'avais l'impression qu'il se retransmet dans les chiffres. En fait, Gobert, il prend le même volume de shoot qu'il prenait l'an dernier à Utah. Il est moins efficace.
un peu moins, il était sur du 70 à Utah, il est sur du 66 à Minnesota. C'est pas un écart de dingue, mais c'est quand même un écart. Mais surtout, en fait, les shoots faciles qu'il prend, c'est des shoots que Vanderbilt prenait l'année dernière. Vanderbilt, il avait pas autant de ballons que Gobert, mais il était plus efficace. Et surtout, en fait, c'était sur un volume de shoot et de temps de jeu qui ne cannibalisait pas le ballon. C'est un peu ça pour moi le souci actuellement, c'est que je trouve ça bien que Gobert soit impliqué en attaque, mais ça se fait un peu au détriment, parfois j'ai l'impression, du collectif. Et surtout, au-delà de ça, Julien l'a dit juste avant, pour moi, c'est la clé, elle va plus venir du banc que du 5 majeur. Parce qu'à l'instant T, ton 5 majeur a du mal à se trouver parce que ça manque de liant, ça manque de contact, c'est normal, c'est le début de saison. Et c'est assez régulier. Mais sur le banc, t'as quand même de quoi faire. T'as quand même du Taurean Prince, t'as quand même du Jalen Noel, Austin Rivers, Bryn Forbes, bon, Nasrid, je pense pas que tu puisses le faire jouer vu la configuration de l'équipe, etc. Alors, Slomo, bien sûr, en pour l'instant, je te coupe parce que Nasrid, il nous sauve les miches une fois et il aurait pu nous les sauver une deuxième fois. Donc, je trouve justement que le rôle de Nasrid, il peut être parfait si ça tourne à côté. C'est-à-dire que tu peux le faire rentrer que pour débloquer des situations un peu Ouais. offensivement, puisqu'il est capable de scorer, de rentrer, de mettre 10 points, tu sais pas comment, de mettre des 3 points de fou. Ouais. Nasrid, c'est quand même assez particulier. C'est pas bon dans une équipe qui vise quelque chose si c'est si c'est ton Ouais, deuxième pivot. Par contre, là, dans cette configuration-là, il peut avoir quelques minutes, être efficace, faire ce qu'on lui demande. disons que c'est un Montrezarel qui est un casier judiciaire vierge, tu vois. Tu sais qu'il rentre, il rentre, comme tu dis, il te met 10-15 points Ça, faciles, tu pourras pas le faire tout le temps, mais c'est précieux. Et ça. après, surtout, en fait, pour moi, le seul souci que je vois dans ce sac majeur, c'est qu'en fait, la balle circule bien, mais tu manques de porteurs de balle. En fait, le schéma de jeu fait que tu as un pivot qui est un des meilleurs passeurs à son poste, hormis les deux Baobab qui sont à Milwaukee et à Denver. T'as Edwards qui s'y met, même si la variété de passes n'est pas encore dingue. Dilo, il sait faire. Mais au-delà de ça, 3 c'est bien, mais moi je suis plus adepte avec le temps en fait des équipes où vraiment t'as 4 porteurs de balle. Et il manque pour moi cet ailier qui peut poser 3 dribbles, faire la bonne passe, l'extra passe, etc. Ça se trouve. En fait, entre guillemets, vous l'avez déjà, c'est Slomo, mais il est blessé, comme on l'a dit. Slomo, Et je... McDaniels qui progresse quand même sur le domaine, Ouais, intérieur, il est capable de prendre. Après, c'est plus à la création pour lui-même qui fait des progrès, où il est capable bien d'aller sûr. prendre son Ouais. tir à mi-distance, etc. Je trouve quand même, par contre, la balle circule pas très bien quand même. Parce que du coup, tu as vu toi des résumés. Pour avoir vu les matchs, c'est quand même. Il y a des flashs, hein. Et la Mm. plupart du temps, je trouve que c'est quand même assez statique. Il se passe quand même pas grand-chose. Alors, il y a eu aussi un manque, j'ai l'impression, d'implication en début de saison. Alors, c'est ce qui s'était un peu perdu. Est-ce que. Je sais pas trop. Mais il y avait quand même 2-3 matchs où, en termes d'implication, notamment face aux Spurs, c'était absolument scandaleux. Donc, ça aide pas de mouvement de balle, c'est clair. Je trouve que c'est quand même un peu arrêté comme jeu pour l'instant. Et justement, c'est ça qui. Parce que les porteurs de balles, t'en as quand même 2, 4, il peut l'apporter, hein. Il peut l'apporter. Oui. Il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge autour. Bon, j'ai sorti la plaquette, Après, les moi, gars, et j'ai retrouvé les marqueurs. J'ai retrouvé les cibles. Je vous fais ça vite. Vous le voyez pas. Si vous voulez aller le voir, vous allez sur Twitch. Donc, juste le contenu. En fait, pour le, moi, c'est une équipe qui peut choisir entre jouer très lent ou jouer très vite, mais elle pourra pas faire le juste milieu. Je pense que c'est soit tu joues à fond l'attaque ou tu minimalises les pertes de balles en jouant la défense, mais l'espèce d'entre-deux qui est actuellement, je suis pas fan et je pense que Finch doit vraiment faire un choix. Choisis son poison, comme on le dit souvent. Voilà, Xav, fais-nous ta tablette basket. allez, on fait ça. Donc on a D'Angelo, le but, la dispo de base, c'est de jouer avec ce qu'on appelle une position 2 meneurs quand on arrive en attaque. Donc vous avez les 2 meneurs qui sont ici à 45, même si c'est pas 2 vrais meneurs type. On va dire qu'on part sur ce point-là. Donc on a Gobert qui est ici. Attendez, parce que c'est dur de le faire à l'envers. Dans le short corner. Donc vous voyez, c'est pas un truc qui est collé à la raquette. C'est pas un truc qui est non plus à 3 points. On est vraiment dans une position dans le dos du défenseur qui nous permet vraiment de venir s'infiltrer jusque ici. Je mets Taurean Prince dans le corner là-bas, parce que shooter descend à 3 points, donc représente quand même mine de rien une petite menace, donc en tout cas suffisamment menaçante on va dire pour que le défenseur reste là. Et donc j'ai mon pick and roll ici qui se fait entre Towns et D'Angelo Russell. Donc j'ai un défenseur qui est là sur D'Angelo Russell, j'ai un défenseur qui est là sur Towns, les 3 autres défenseurs ils sont placés. Le défenseur qui est ici, près de Gobert, il peut pas vraiment aller coller Gobert. S'il se met là, ici, vous ouvrez complètement votre raquette et là à ce moment-là vous êtes cuit. Donc une fois que le pick and roll se passe, je vais me mettre sur le côté, je regarde si vous voyez encore.
Donc le pick and roll se passe, on peut le prendre externe, on va plutôt le prendre externe de ce côté-ci. Simplement, pourquoi? Le but c'est de venir tenter le défenseur qui est dans le corner de venir aider. Donc je vais me rapprocher un peu. Le but c'est de piéger ce défenseur-là et qui vienne aider. On peut jamais, côté fort, venir aider et lâcher son corner. Ça c'est une règle en NBA. Si vous faites ça, en général, vous êtes sur le banc la seconde qui suit. Donc vous avez votre Towns qui peut venir donc du coup pop ici et se retrouver face à l'anneau pour prendre un shoot à 3 points. On a D'Angelo Russell qui va attaquer ici. Le défenseur qui est ici, c'est le seul qui peut aller aider et c'est le seul qui peut aller arrêter D'Angelo Russell si le pick a été bien fait. Donc s'il sort, vous vous retrouvez avec un défenseur qui est plutôt ici pour intercepter Russell. Ça veut dire que là, Gobert, il a toute cette zone-ci. Je colorie un peu. Pour venir chercher un petit alley-oop, peut-être même un petit tip-in, une petite claquette, une petite ce que vous voulez, mais c'est quand même, il me semble, en attaque pour lui, beaucoup plus à sa portée que ce qu'on pourrait lui demander. Et au cas où vous auriez une défense qui est un peu plus rapprochée et qui s'éloigne un petit peu de Edwards et qui vient aider, le couloir qu'il y a là, c'est le couloir qui, pour moi, que Edwards doit viser pour venir se lâcher ici en plein milieu. Et donc, vous avez une attaque en V, donc le couloir d'Edwards qui est là, vous avez la ligne de drive qui doit être prise par l'extérieur par D'Angelo Russell, ici, d'accord? Et en fonction de la réaction du défenseur, il peut même prendre un shoot à distance aussi, il n'y a pas de problème. Un pick and pop qui doit se jouer avec Karl Anthony Towns ici, et vous avez une zone safe pour Gobert qui est là, et vous avez un Taurean Prince menaçant qui est là. Si le défenseur là bouge, vous kick out, vous kickez en dehors pour Taurean Prince, je vais me remettre derrière parce que sinon je verrai pas. Pour Taurean Prince ici, vous shoot à 3 points. Soit vous passez ici, vous avez Gobert qui est libre, et si le défenseur là bouge, vous avez le couloir pour Edwards. Ce schéma-là, hier, ça a permis à Kevin Love, qui est à la place d'Edwards, d'aller claquer un dunk. Donc, on va être d'accord que si Kevin Love est capable d'aller claquer un dunk avec ce schéma-là, normalement, Edwards doit être capable de faire la même chose. À minima. Puisqu'il cherche des lignes. Après, là où Edwards doit faire un effort pour moi aussi, c'est d'accepter un rôle qui est peut-être un peu moins sur le devant de la scène comme il avait l'habitude de le faire pour le bien de l'équipe. Parce que s'il essaie de vampiriser le jeu et de forcer la décision tout seul, ça n'ira jamais. Parce que vous avez deux grands qui seront pas très loin de la raquette ou dans la raquette, et donc il va censé se casser dessus, et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Il est à 0 dunk. Pour un mec qui a de la dynamite dans les jambes, c'est quand même problématique et symptomatique qu'il y a un souci à faire, et il aura davantage de ballons s'il peut partir, lancer un minimum, recevoir la balle dans la course, où là, vous savez rien faire, parce que il a un gabarit, Julien, tu me dis si je me trompe, mais il a un gabarit, une puissance et une détente. Si vous essayez d'aller mettre votre main là, vous faites faute. Vous faites faute et vous terminez dans un magazine de basket. Alors, il y a clairement, très très clairement, entièrement d'accord avec ce que tu dis. Le système, très cool. Vraiment, et puis l'explication est ultra claire et, à mon avis, très applicable en l'occurrence. Ah oui, c'est tout con. Hein. Comme tu le dis, tu l'as bien reprécisé, du coup, tu vois, c'est revenu naturellement. Ça demandera un peu d'adaptation Bien sûr. à Edwards, nécessairement. Et au niveau des fautes, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est pas l'idée de dire les arbitres sont pas bons, hein. Mais il les a pas encore. C'est à lui de faire en sorte de les avoir. S'il arrive pleine bourre comme ça, lancé, soit de toute façon le défenseur n'aura pas assez d'impact et il pourra le toucher tout ce qu'il veut, il ira au cercle et il lui claquera sur la tronche, ou bien l'impact aussi, il faut bien se rendre compte que ça va très vite, ça bouge dans tous les sens pour les arbitres, je suis d'accord, hein, je suis le premier à les critiquer sur Twitter, hein, donc vous pouvez aller, mais un mec qui va pleine bourre et une main qui traîne dedans, le claque du bras, on l'entend beaucoup plus, on le voit un peu plus aussi, quand on est bien lancé, quand on va à fond de balle. Et donc je pense que pour moi, la clé de la réussite là maintenant, c'est de repositionner Gobert un petit peu plus sur le retrait, sur le backdoor, pour vraiment faire chier le défenseur, d'accord ? Parce qu'il reste une menace, hein, il est quand même super grand, il tend ses deux bras, il est quasiment l'anneau, donc tu dois quand même avoir une attention sur lui, et d'avoir McDaniels, je lis le chat en même temps, d'avoir Edwards qui est en slasher de l'autre côté, parce que t'es obligé de tenir ta ligne. Si tu ne tiens pas la ligne d'Edwards, c'est sûr que tu vas manger toute la soirée Edwards qui va te sauter sur la gueule. Et pour une défense, c'est épuisant de devoir surveiller Towns, qui fait du pick and pop, surveiller Edwards, de s'assurer qu'il soit bien dans les temps, de tenir D'Angelo Russell sur pénétration, qui c'est quand même pas rien, de pas lâcher son corner, de pas faire le con, et d'avoir un œil dans le dos pour surveiller si Gobert ne vient pas dans le backdoor. Pour une défense, et c'est ça aussi qu'il faut que les Bulls comprennent, c'est que il faut qu'ils fassent défendre la défense adverse. Si vous jouez de l'ISO en permanence, vous ne faites pas travailler une défense, vous faites travailler un mec.
Faites travailler un mec, et si jamais le mec est crevé, il suffit de le changer, il y en a 7 autres sur le banc qui attendent. Donc, si vous faites, par contre, focaliser toute la défense et la faire travailler ensemble, la faire réfléchir, se faire épuiser mentalement, ça passera peut-être pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, vous pouvez être sûr que ça passera. C'est pour ça qu'il y a autant de renversements. Les gens se demandent parfois comment ça se fait qu'une équipe qui mène de 20 points à la mi-temps se fait remonter et finalement se fait rebattre de 10 points. Ben, c'est ça. Vous avez tellement dépensé d'énergie mentale en défense en première mi-temps que vous êtes un peu fatigué et vous avez plus les yeux en face des trous et vous voyez plus les types arriver. Et si Minnesota met un truc comme ça en place, elle peut jouer sur demi-terrain avec une pace à du 2 à l'heure comme les Cavs le faisaient l'année passée. Parce que là, ce que je vous montre là, c'est le 90% des points des Cavs l'année passée. Et c'est connu, c'est ça qui est bien, c'est que c'est connu de tous, mais ça reste indéfendable si c'est bien exécuté. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre sur une attaque, sur un schéma d'attaque. Tu peux avoir les trucs les plus nuls du monde, le hammer par exemple des Spurs, si c'est bien exécuté, tu sais rien faire. Et l'exécution, ça demande effectivement, on va le redire une dernière fois comme ça Julien est ok, l'adaptation et de l'abnégation des joueurs. Et accepter leur rôle, surtout ça. Ça c'est peut-être le seul truc où on n'a pas encore vu Finch vraiment à l'œuvre. Pratiquement, je trouve quand même qu'il s'est vraiment éprouvé dans la gestion sympathique entre guillemets d'un vestiaire, il s'est éprouvé. Dans l'encadrement d'un rôle de joueurs qui prennent de l'ampleur comme Edwards, ou de celui de Gobert qui part de Utah avec l'espoir peut-être de devenir quelqu'un d'autre ou de devenir ce qu'il ne peut pas être. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Ça fera partie vraiment de là où on peut attendre Chris Finch aussi, en termes d'encadrement. Très clairement. Très clairement. Affaire à suivre, mais les Wolves ont une base pour faire vraiment un super truc cette année. Ils ont le matos, ça ils pourront pas dire qu'ils l'ont pas, parce que il faudra pas se cacher derrière. Ouais mais Gobert il est pas machin si oui on sait ce qu'il est, mais si tu sais pas utiliser Gobert c'est qu'il y a quand même un petit souci. Donc il y a de quoi faire, il y a du matos à Minnesota et on suivra ça en tout cas de très très près. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je regarde le chrono parce qu'on avait promis des heures à Julien notamment. Je vois on avait dit 22h20, il est 22h24. Donc on est ok. Je me suis permis de gratter 5 minutes pour faire mon petit schéma. C'était pas trop mal. On espère que Critfish nous regarde et que ouais, carrément. Et que là, s'il met ça en place, normalement, c'est 130 points au compteur là, au prochain match. Il a été condamné coupable mais n'ira pas en prison. Voilà. De quoi? Ça, pardon? Miles Bridges, du coup, là, il a été condamné, donc il a 3 ans d'interdiction, en gros, d'approcher son ex-femme. Mais il n'y aura pas de prison. D'accord. Ok. Maintenant, les histoires d'arrangement aux États-Unis, c'est. On en rigole, mais je serais pas surpris que les Nets l'appellent, du coup, tu vois. Ah ouais, pour faire les Jail Blazers. Jail Hornets qui deviennent les Jail Nets. C'est ça. Ok, merci. On va vous remercier. Merci beaucoup aux gens d'être venus sur le live. C'était très sympathique. Merci à ceux qui ont participé dans le chat et ceux qui ne disent rien aussi, qui sont là pour écouter. C'est bien aussi. Merci Cam, merci Julien. Le prochain rendez-vous QI Basket, je ne sais pas trop ce que c'est. Si, il y a un gros truc le 8 novembre. C'est pas ça, ou le 7 novembre. J'ai vu un truc dans la conf. J'ai rêvé. Ouais, c'est ça. On fait encore une redraft à ce moment-là. Ah, et c'est le 7 ou le 8? Le 8, jeudi prochain. C'est le 8 jeudi prochain, rendez-vous pour une nouvelle masterclass de notre cam national. D'ici là, portez-vous bien et on espère que la situation s'arrangera pour les fans des Nets. Voilà, quand même, que ça reste du basket. La bonne soirée à tous, ciao ciao. Ciao tout le monde, merci Xav. Merci à vous. En fait, en expliquant le short color, je me suis dit putain, ils vont rien piger sur comment. Et puis je me retourne, je vois que ma plaque est là, je me dis bon.